Salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode du Débat Comics. Le premier épisode étant sorti le jour où on tourne le second, on n'a pas pu prendre tous les retours. J'en ai discuté avec certaines personnes comme Gordon de Gordon et Murdoch. On va améliorer certains aspects, mais on le verra plus sur l'épisode 3 que sur l'épisode 2. Et en tout cas, maintenant, on va commencer par le sommaire de l'émission. Black Vortex, on arrive vraiment là, parce que oui, moi je n'ai pas de Cosmic, mais moi je n'ai pas aimé Black Vortex, je ne sais pas si Nico a aimé ou pas. Oui, moi j'ai bien aimé. D'accord, on en reparlera une autre fois. Mais une des plus grosses craintes quand ce rachat, c'est surtout vous. Qu'est-ce que lui c'est en conclusion? Non. Je t'emmerderai justement. Top. Hey, Jeff, fais le montage. Pause. Une pause sur la caméra. Ah, bon. Mais je n'ai pas su résister quand même. Je vais vous conseiller juste l'extraordinaire femme qui sort l'intégral chez Urban. Nous commençons cette émission directement par l'édito et je me suis posé une question, si les comics n'étaient pas mieux avant. J'ai décidé donc de faire un merveilleux édito, un gros édito qui voudra montrer si c'était mieux avant ou pas. Je vais vous parler des events, je vais vous parler des artistes, je vais vous parler des dessinateurs, tout ça en comparant ce qui s'est passé avant 2005 et après 2005. Alors, je vais commencer cette comparaison en prenant les auteurs, les scénaristes. Ça a été quelque chose qui était assez compliqué parce qu'il y a pas mal de vieux scénaristes qui ont travaillé encore jusqu'à il y a très peu de temps et que j'ai mis dans la catégorie vieux artistes. Et après, il y a toute la nouvelle génération qui est arrivée, qui sont plus ou moins connus, donc voilà. Au niveau des vieux scénaristes, il y a Quentin Straczynski, qui a beaucoup travaillé sur Spider-Man, qui a travaillé également sur Superman Terre 1. J'ai compté Paul Dini, j'ai compté Stan Lee, bien évidemment, on ne peut pas l'oublier, le Stan Lee, j'ai compté Alan Moore, j'ai compté Will Eisner, on remonte à Mathusalem, et Chris Claremont, parce que même s'il est toujours sous contrat chez Marvel, ça fait depuis bien longtemps qu'il n'a pas écrit, donc je l'ai quand même catégorisé dans les vieux auteurs. Tous ces vieux auteurs nous sont quand même sortis des comics d'anthologie, donc tout ça fait que ces vieux auteurs ont vraiment marqué toute une génération, et on peut prendre des comics d'il y a 20 ans pour les reprendre aujourd'hui, ça va être toujours du très très bon. Paul Dini, je l'ai découvert il y a 2 ans, Paul Dini présente Batman, je ne vais clairement pas être déçu de la lecture, alors qu'avec du Scott Snyder de temps en temps, c'était pas trop ça. Alan Moore, Watchmen indémodable, quoi. On prend le pavé Watchmen, on le lit, on le kiffe, on peut se branler dedans, on peut éjaculer dedans tellement que c'est bon. Oui, Alan Moore avec Watchmen, c'est peut-être mieux que le sexe. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Assez vieux scénariste, il y a après ces jeunes scénaristes comme Rick Remender, qui a travaillé sur Uncanny Avengers, Spider Island, il a travaillé sur Hulk et plein d'autres séries. Geoff Johns, qui a fait quelque chose d'extraordinaire avec du Green Lantern, il a travaillé sur le Flashpoint, il a travaillé sur Justice. La personne qui fait le DC Rebirth. On a Scott Snyder qui a très bien travaillé sur Batman New 52, sur le All-Star Batman. Il a également travaillé sur le Batman Metal. On peut parler de Brian K. Vaughan qui gagne année sur année des titres. Là, on a quand même une génération nouvelle qui est présente. Au niveau des dessinateurs, au niveau des vieux dessinateurs, on peut parler de Kirby, on peut parler de Romita Senior, on peut parler de Mazzucchelli, on peut parler de Batley, on peut parler de Dave Gibbons. Tout ça aussi, c'est des grands noms. Kirby qui a travaillé avec Stan Lee, qui a travaillé un peu chez DC, si je ne raconte pas de bêtises. Si je raconte des bêtises, je sens que je vais me faire torturer sur Internet. Romita Senior, le diamant en bouteille.
c'est quand même le comics sur lequel il a travaillé. Dave Gibbons, Watchmen, hein, et puis dernièrement sur Kingsman. Mais voilà, tout ça fait aussi fait vraiment écho à une génération, à un vieux dessin, à quelque chose qu'on a apprécié, qu'on soit vieux ou jeune lecteur. Qu'on attrape un Watchmen ou qu'on attrape le Diamant en bouteille, et ben, quoi qu'il arrive, on est toujours estomaqué par ce qui sort, par les artistes. Mais vous inquiétez pas, hein, la nouvelle génération c'est tout aussi bien, hein, avec Sean Murphy, Humberto Ramos, Alex Maleev, on a Romita Junior. Ces noms, je sais qu'il y en a certains qui vont pas vous plaire, hein. Humberto Ramos par exemple, c'est pas forcément le dessinateur le plus plébiscité, mais c'est un grand nom, et la particularité de ces nouveaux noms, c'est qu'ils ont leur style. Quand on attrape un Sean Murphy, un Humberto Ramos, un Alex Maleev, un Romita Junior, un Bachelot, on peut parler d'Elsa Chartier en parlant du côté de la France, on peut parler également de Marguerite Sauvage, toujours en parlant de la France, on va avoir des dessins. Quand on chope le comics, on va voir ce dessin, on va dire ça, c'est cet artiste-là, il n'y a pas photo. Et ça fait le charme de ces nouveaux épisodes de comics et tout ça, ça me fait bien plaisir également de le voir. Après avoir parlé de ces scénaristes et des dessinateurs, on va parler un peu des events, des gros events qui ont marqué le vieux temps et qui a marqué également le nouveau temps. Comme je vous ai dit, je m'arrête à 2005, hein, donc non, il n'y aura pas Civil War dans l'ancien, mais dans le nouveau, je sais, ça peut faire les quelques-uns, mais c'est pas grave. Donc, au niveau des DC comics, on a pu avoir Crazy on Infinite Earth, on a pu avoir Death of Superman, on a eu également le Batman No Man's Land, on a eu Identity Crisis, on a eu Infinite Crisis. Au niveau de Marvel, ça n'a pas été de tout repos également, parce qu'on a eu la guerre Chris Krull, on a eu le premier Secret Wars, on a eu également Monde de l'Infini, on a eu House of M, on a eu vraiment tout ça fait que, à notre époque, on arrive à quelque chose de juste, enfin à cette époque-là, on attrapait une saga, malgré que les sagas soient à peu près tous les ans ou tous les 2 ans à cette époque-là, on attrapait quelque chose, c'était juste extraordinaire. On lisait, on kiffait, on appréciait. À notre époque, on pourrait croire que on kiffe beaucoup moins, mais j'ai quand même réussi à trouver certaines pépites qui sont quand même très intéressantes, parce qu'on a eu chez DC le Blackest Night qui est sorti en 2008, on a eu le Flashpoint 2011, on a eu la guerre de Darkseid, on a eu Forever Evil, on a eu le DC Rebirth. Tout ça font qu'il y a des events qui sont quand même indémodables au niveau de chez DC. Pas mal d'events sauf Convergence quand même, parce que bon, Convergence entre vous et moi c'était quand même une belle merde, il me tardait que ça. Mais chez Marvel, c'est là où on arrive un peu sur la démondade, parce qu'on va tomber sur du Civil War, le premier Civil War, extraordinaire. C'est peut-être la meilleure lecture du dernier siècle. On va tomber sur du Secret Invasion, où là ça commençait... Non, ça commençait pas à descendre, parce que c'était bien, vous voyez. Civil War était là, Secret Invasion est peut-être descendu un peu là. Après on a eu un World War Hulk, c'est peut-être un poil redescendu, mais juste un poil. Et après, on est tombé sur Avengers vs X-Men, où on a commencé à descendre. Après, on a eu d'autres séries qui ont vraiment fini de descendre, hein. On peut parler de Death of Wolverine, on peut parler du Black Vortex, où là on arrive vraiment parce que oui, moi je ne lis pas de Cosmic, mais moi je n'ai pas aimé Black Vortex, je ne sais pas si Nico a aimé ou pas. Oui, moi j'ai bien aimé. D'accord, on en parlera une autre fois. Mais tout ça fait que y a des choses indémodables, enfin des choses où DC arrive à faire des events toujours au même niveau, alors que Marvel ils descendent. Pareil, Civil War 2, on en discutait avec Nico il y a quelques minutes, c'est une belle daube. On tombe sur beaucoup de belles daubes qui font que maintenant, en termes d'event, on est plus bas que la table à repasser. Quoi qu'il arrive, pour répondre à cette question, il n'y a pas 10 000 choses à dire, parce que je ne pense pas que ce soit une question de génération. Notre génération a vraiment des artistes extraordinaires. Je pense plus que c'est une question de volonté de la part des maisons d'édition comme Marvel ou DC, qui font que les relaunchs à gogo, les reboots à gogo, les events qui ne servent à rien à gogo, tout ça, ça nous brise les couilles. Oui, j'ose le dire, je n'ai pas honte de dire ça, ça nous brise totalement les couilles, ce qui fait qu'on perd goût avec tout ça, et que une des seules solutions que nous avons en tant que vieux lecteurs, voire même en tant que nouveau lecteur, c'est soit de se mettre à l'indépendant, soit de se mettre chez Valiant, soit se mettre sur les terres parallèles, mais à part ça, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. Et après avoir parlé, sûrement me fait insulter sur internet
1 million de fois, je vais laisser Nico avec sa news du mois. Pour cette deuxième émission, je choisis une émission qui a fait parler beaucoup de monde et en même temps il y a eu beaucoup de réactions. Il s'agit tout simplement du rachat donc de la Fox par Disney. Il faut savoir que justement Disney a racheté une grande partie de la Fox mais pas l'entièreté pour près de 60 milliards de dollars. Donc justement comme je disais, il n'y a pas que comme on l'espérait juste les licences donc des X-Men et en même temps des 4 Fantastiques qui a été racheté, il y a vraiment toute une part et beaucoup de stratégie là-dedans. Alors tout d'abord dans ce rachat, qu'est-ce que cela comprend? Tout d'abord il va y avoir des chaînes télé de la Fox comme par exemple Nat Geo ou FX qui a été acheté, mais par exemple des chaînes comme Fox News est resté à la Fox. C'est pour ça que je disais que tout n'a pas été acheté, mais une grande partie. Après, nous avons surtout deux critères qui vont nous intéresser. Tout d'abord, dans les côtés séries, donc il faut savoir qu'ils en ont racheté un grand paquet. Ils possèdent par exemple maintenant les Simpsons, et oui, ça fait rire, et surtout il y a quelques temps, les Simpsons s'étaient moqués de ça, et pourtant maintenant c'est le cas. Mais aussi, par exemple, ils possèdent American Horror Story ou Son of Anarchy. Côté cinéma, par exemple, ils ont racheté Alien, Predator, mais aussi par exemple Kingsman ou Avatar. Donc voilà, ils ont toute une panoplie de films. Et en même temps, il y a aussi d'autres choses qu'ils ont racheté avec la Fox. Et le plus intéressant peut-être, ça va être surtout la plateforme de téléchargement Hulu. Pourquoi je m'intéresse par rapport à ça? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Disney veut développer une sorte d'application un peu comme Netflix où ils vont faire des partages de vidéos. Et je pense que justement le fait de racheter Hulu, cette plateforme donc de téléchargement, va plus ou moins les booster en fait justement pour le développement de cette future plateforme Disney. Mais surtout, il va y avoir deux informations qui vont nous intéresser face à ce rachat. Tout d'abord, au niveau de Star Wars. Pourquoi? Parce que certes, ils ont racheté Lucasfilm, mais il faut savoir que pendant un long moment, en fait, la Fox possédait encore certains droits sur les licences Star Wars. En ayant fait ce rachat, justement, Disney récupère normalement toutes les licences Star Wars et pourra en faire ce qu'elle veut. Mais surtout, le plus important pour nous, c'est niveau comics et côté Marvel, le rachat donc des X-Men. Donc X-Men, bien sûr, comprend aussi Deadpool, Logan, Wolverine avec les films, mais aussi, par exemple, les 4 Fantastiques. Et ça, rien que ça peut être super bien. Mais on peut avoir aussi plusieurs craintes. Alors tout d'abord, le point positif sur ce rachat, c'est déjà, tout d'abord, on pourra enfin commencer à rassembler tous les héros Marvel, parce que certes, il reste Sony à côté, mais Sony, par exemple, nous a permis d'avoir des droits sur Spider-Man et sur le Spider-Verse. Donc du coup, Marvel a pu utiliser Spider-Man, vu qu'il y a eu une entente, voilà, ils n'ont pas besoin de les racheter, ce serait complètement débile, et ça serait gaspiller des sous pour rien. Et donc du coup, voilà, maintenant ils possèdent, au moins ils peuvent avoir tous les droits sur tous les héros, et commencer vraiment à faire de vrais films avec tous les personnages des comics, et relancer le MCU à fond. En plus, l'utilisation donc de ce rachat, c'est justement, là nous allons terminer la dernière phase de Marvel, et pour la phase 4 qui arrivera normalement à l'avenir, justement, ce sera peut-être le moment de lancer toutes ces nouvelles licences, et je l'espère bien de pouvoir peut-être relancer au moins les 4 Fantastiques. Et aussi, donc, du côté 4 Fantastiques avec ce rachat, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ils repossèdent le droit sur Galactus et sur Surfeur d'Argent, et vous savez, moi j'adore le cosmique, et j'espère justement que ça aidera James Gunn à pouvoir justement balancer encore plus d'aventures au niveau galactique. Mais une des plus grosses craintes sans doute par ce rachat, c'est que la Fox avait au final réussi à nous sortir de très bons films X-Men, et surtout avait pris le risque avec donc des films rated R qui étaient sortis, donc pour Logan et pour Deadpool, et tout cela, on pense vraiment que Disney va le faire perdre. C'est vrai que Deadpool est vraiment énorme, le fait de faire un Deadpool Disney tout gentil, tout mignon serait vraiment mauvais, serait blasant, et même Logan, le dernier film, était sanglant, mais était génial, et scénaristiquement, voilà, il valait le coup. Et bien voilà, le fait qu'on arrive chez Disney, qui normalement, comme on le voit souvent, veut que ce soit tout gentil, tout mignon tout le temps, ça, on peut avoir une grosse crainte par rapport à ça. Mais il y a peut-être justement l'effet inverse, où justement, mais le fait de racheter des licences où on peut peut-être verser des récits et du contenu plus adulte, pourrait peut-être changer d'autres licences que Marvel possède déjà, a déjà acheté, pour justement peut-être offrir d'autres contenus sur des choses qu'on ne connaîtrait pas du tout. Par exemple, certes on les a vus dans les films Marvel, on peut avoir des trucs souvent légers, humoristiques, mais par exemple on a eu des trucs d'espionnage, du galactique, mais on pourrait très bien avoir des séries très noires avec par exemple un super vilain qui la joue vraiment, juste pour donner une idée, c'est Serial Killer, et avec un héros qui est censé enquêter ou autre. Ce rachat soit sera mauvais parce que du coup ils vont tout rendre gentil, mignon, soit permettra peut-être à Disney de se lancer pour prendre des risques et si cela marche, offrir plus de contenu. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce rachat. Pour moi, j'espère voir justement peut-être des améliorations. Là, maintenant, on va passer sur une bonne vieille battle où Nico et moi, on va débattre de deux personnages, débattre ou combattre. On a eu cette idée en regardant le Doomsday, en voyant la série Doomsday Clock. Je vois qu'il ne part pas, ce n'est pas grave. Donc, de ce fait, Nico m'a dit vas-y, on fait ce duel, j'ai choisi Manhattan. Il va choisir Manhattan, et puis moi, je vais choisir l'homme d'acier parce que j'ai du courage d'essayer de défendre l'homme d'acier face à un demi-dieu vivant.
Donc à savoir qu'on voilà, on parle vraiment sur un affrontement entre les deux persos, pas lequel est le mieux sur les valeurs et compagnie. Directement le combat, la castagne et donc Dr Manhattan. Mais du coup, Jeff, tu veux commencer? Non, vas-y, commence. Ok, ben pour faire simple, déjà Dr Manhattan, comme Jeff l'a dit, c'est un humain, c'est devenu un dieu, il peut se démultiplier, se téléporter, manipuler la matière, manipuler l'énergie. Il me semble que du coup il est même immortel, il ne vieillit plus. Il est pratiquement, je crois, des fois il peut être intangible, donc voilà, c'est vraiment un dieu. Et rien que pour vous rappeler la scène, donc dans Watchmen aussi avec Rorschach, bam, il fait péter. Vu qu'il manipule la matière, il peut faire péter encore. Donc il n'y a pas photo. Mais là où il y a un certain challenge, c'est que Superman, lui, il a commencé avec rien. Il a commencé, il avait la super force, et puis il sautait, il faisait des bons géants. Il a commencé à voler quand des scénaristes de dessins animés a dit oh, notre la flemme de faire des bons par bons, donc il a commencé à voler, puis après il a eu le droit à sa vision rayon X. Il a après eu sa vision thermolaser, et après il a pu, à partir des New 52, l'ancien Superman des New 52 a commencé à pouvoir développer un pouvoir en balançant des vagues d'énergie sur sa gueule. Mais ce n'est pas tout. Une des particularités Et donc, une des particularités du... Je vous attendais, monsieur Bond. Une des particularités de Superman, c'est que lui, il a un challenge. Lui, il ne part pas demi-dieu, il a une marge de progression, il continuera à progresser. Et c'est un fait très intéressant de ce combat, c'est que même si Manhattan est meilleur, Superman, il va progresser pour essayer d'affronter et être au niveau. Chose que Manhattan ne fera pas parce que Manhattan, pour lui, c'est l'être le plus puissant de l'univers. Mais alors le problème c'est que du coup tu compares Superman qui a quand même une durée de vie depuis plusieurs années, il a été, je sais même pas quand c'était sa première apparition, mais dans le premier Action Comics jusqu'à aujourd'hui, il a eu des années d'évolution, c'est normal qu'il évolue. Manhattan il est dans Watchmen, c'est à peine, c'est une histoire, c'est un volume, avec tellement de personnages, tu peux pas essayer de développer tout le monde. C'est comme si tu faisais un film, par exemple Justice League, où ils commencent tous au plus bas, et dans le film tu dois tous les faire évoluer, tous faire évoluer chaque personnage. Dans Watchmen, c'est super long en plus, t'en as quoi? Bon, certes, au bout d'un moment, il y en a qui commencent à disparaître petit à petit, mais t'as facilement 8, je crois, enfin, Watchmen voire plus. Tu peux pas les faire évoluer petit à petit. Mais par contre, là où je veux bien être d'accord avec toi sur le fait, c'est qu'en attendant, euh, Manhattan, lui, est quelqu'un qui, du coup, oui, il est omnipotent, il est super balèze, c'est un dieu, et il prend ses propres décisions. Superman aura toujours le courage, lui, de toujours aller affronter le danger, même s'il sait qu'il aura perdu. Ça, je l'accorde, oui. Et une des particularités qui fait que Superman va pouvoir éventuellement battre, parce que moi je vois que le combat en 3 phases, enfin je vois que 3 solutions pour qu'il gagne. Le challenge, la deuxième phase, ça va être pour sa femme et son fils. Il a quelqu'un à sauver. Il a quelque chose qui va le transcender. Il y a quelque chose qui va vraiment le motiver lors de ce combat, qui va pouvoir essayer de le fighter jusqu'au bout. C'est vraiment le fait qu'il a quelque chose à protéger alors que Manhattan, il n'a rien. Oui, mais le problème c'est que Manhattan n'a rien. Manhattan, vu qu'il a une autre statut, une autre vision de l'univers, et c'est un peu comme il a un peu hésité, mais avec Rorschach, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il y va pas à la demi-mesure. À partir du moment où il note le truc, et une note qui se dit il faut s'en débarrasser, il expédiera. Le problème c'est que par contre, Superman, vu que normalement Superman ne sera pas vraiment un réel danger, parce qu'il sera jamais un réel danger pour la Terre, il enverra toujours bouler, il va pas le détruire, ça c'est sûr, il va pas l'atomiser, mais normalement il fera toujours tout pour l'envoyer bouler. Donc après, d'un côté, le combat, ça va se mesurer à qui se lâche le premier, parce que Superman, s'il sait que c'est un danger, il va y aller, il va toujours y aller. Et au bout d'un moment, Manhattan, il se dit soit ben, j'en ai marre, il me saoule, je vais le péter, soit ben, en fait Manhattan, il va faire autre chose, mais c'est sûr, le combat va être sur la patience. En fait. Troisième point, et je vais vous révéler la faiblesse de Manhattan. Parce que Manhattan a une faiblesse, Ozymandias l'avait bien compris, c'est que Manhattan il est sur plusieurs plans, présent, futur, passé. Il y a une seule chose qui fait que quelque chose peut le troubler, c'est la vitesse. Un speedster, comme on a pu le voir dans The Button, il est assez troublé par Reverse Flash. Parce que Reverse Flash courait super vite. Je ne dis pas que Superman a la force véloce, parce que ce n'est pas le cas. Flash est vraiment le plus rapide. Mais par contre, il a une vitesse qui est assez déstabilisante pour que Manhattan ne puisse pas forcément le suivre durant le combat. Et ce qui fait que
Superman aurait une chance de le vaincre en donnant des petits coups rapides, mais c'est une des seules chances où il pourrait essayer d'avoir Manhattan, c'est essayer de l'avoir par la vitesse. Et c'est vraiment juste le cas de la vitesse parce que selon la vitesse, vu que Manhattan peut devenir intangible, au bout d'un moment, il peut arrêter pour que Superman ne passe à l'arrêt. Donc oui, ça va vraiment être à qui donne le premier coup. Si Superman est assez rapide et que Manhattan, après je sais pas si Manhattan a vraiment un sens de réflexe ou à partir du premier coup, s'il voit que ça lui échappe, il va devenir intangible. Mais ça peut être le seul élément. Mais le problème, voilà, c'est que Manhattan possède l'intangibilité, il peut se régénérer, donc il peut prendre des coups, bah, du coup il résistera, il se régénérera. Donc ça, le combat est dur. La vraie issue d'un combat, comme le dirait, c'est Stanley qui disait, c'est le scénariste qui verra qui c'est qui peut gagner. Parce que sur l'échelle, on a un dieu face à un surhomme. Donc techniquement, Manhattan doit gagner. Mais après, voilà, c'est sur le combat comment ça se passe. Parce que Manhattan, normalement, réellement, Superman ne veut aucun danger, surtout ne veut aucun mal. De base, ne l'exterminera pas. Donc voilà, c'est vraiment à la longue comment on veut mener le combat. Quoi qu'il arrive, on n'aura pas la réponse avant novembre 2018 sur l'issue du combat. VO du coup en plus. VO du coup. Oui. Moi, tout ce que j'aimerais, c'est si Superman se fait atomiser, j'aimerais bien à peu près avoir la même scène que dans Webbeton où on voit Reverse Flash dire Je fais Dieu. C'est marrant. Vu que je l'ai pas lu, je pourrais pas vraiment te dire. D'accord, ok. Donc voilà, en tout cas, pour une fois, c'était Un débat correct, on s'est pas trop foutu sur la gueule. Et c'était presque métaphysique comme parole à essayer de découvrir le combat et tout ça. J'aurais jamais cru. On commence Ça- à grandir. Oh mon Dieu, ça va aller? Oui. J'y crois pas. On va passer à autre chose et vaut mieux s'arrêter là et on va passer Voilà. tout de suite au conseil d'achat du mois. Après ce débat mouvementé, on fait même pas après ce débat Non. d'amour. Ouais. Débat constructif pour une fois. On va passer au conseil d'achat. Vas-y Nico. Donc. Tu as perdu le débat, je te laisse. Non, oui. Je l'ai pas vraiment perdu, mais si tu veux. Donc, je ne lis jamais de VO comme je l'ai dit, mais pour une fois, c'est une lecture en VO que je vais conseiller, mais qui est arrivée récemment en français. Je vous conseille Batman Judge Dredd. Il s'agit tout simplement en fait donc d'un crossover avec que des mini-aventures entre les deux personnages, mais on découvre beaucoup de bonnes choses justement dans ces aventures. Il y a vraiment plusieurs récits. Le premier est intéressant parce qu'en fait, Judge Dredd, je connaissais très peu et je voyais vraiment le côté Judge Dredd très métaphysique, en fait pas très réaliste avec la police et tout. Parce qu'au moment où justement en lisant Batman Judge Dredd, j'ai fait connaissance avec ce qu'on appelle les Dark Judges. Ce sont des sortes de juges, mais en fait plus ou moins démoniaques, ils ont tous des pouvoirs, ils sont tous différents. Et justement, rien que dans le premier récit, on découvre un Dark Judge, et donc les deux doivent enquêter dessus. Après, dans les autres récits, il y en a qui sont plus ou moins intéressants. Il y en a un où on nous l'a refait un peu comme dans le Battle World, où on retrouve Batman Judge Dredd dans une arène avec d'autres extraterrestres à devoir s'affronter. Là, c'était pas génial, mais un récit que j'adorais justement, on retrouve encore tous les Dark Judge, c'est au moment où le Joker, donc qui est dans Gotham, se retrouve à l'époque directement en fait de Judge Dredd et se transforme lui aussi en Dark Judge. Et voilà, la plupart des aventures sont vraiment excellentes, c'est des mini-aventures, donc l'avantage c'est que ça dure quoi, une vingtaine de pages, hop, on finit l'histoire, on peut continuer plus tard. C'est des crossovers, donc il n'y a pas vraiment de continuité après pour le reste et tout ça, mais c'est vraiment des petites lectures vraiment sympas et je vous le conseille. Moi, au niveau du conseil d'achat, je ne l'ai pas fait pour le premier débat comics parce que Nico a trouvé ça un peu trop gros, mais je n'ai pas su résister quand même. Je vais vous conseiller juste l'extraordinaire Fab qui sort en intégrale chez Urban Comics. C'est vraiment, pour moi, c'est mon premier indé que j'ai découvert. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu adorer. C'est quelque chose que j'ai pu défracter. C'est quelque chose où j'ai pu rire, pleurer avec les personnages. Pour faire simple, on se retrouve avec les personnages de contes de fables qu'on connaît, hein, Blanche-Neige, le loup, le grand méchant loup, Cendrillon et compagnie, où ils sont expulsés de leur monde pour arriver vers notre monde. Dans notre monde, on explique tout le passif des méchants, on donne même des apparences humaines à certains méchants ou certains alliés. Et voilà, ils doivent survivre dans notre propre monde. Je ne peux pas en dire forcément beaucoup plus pour éviter de vous spoiler. Ça sort en intégrale chez Urban. C'est le moment, si vous n'y êtes pas encore allé, si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est le moment d'y aller. Vu que c'est un intégral, je dirais que le tome coûte 28 euros. D'ensembler 2 voire 3 comics Je peut-être. dirais 3 volumes, donc ça fait 28 au lieu de 45. C'est quelque chose qui est très très bon à lire, c'est quelque chose que je vous conseille. J'en ai déjà parlé à l'époque de lecteur de comics, j'en parle tout le temps, j'en parle beaucoup trop, mais Fable, franchement, c'est mon conseil pour ce mois-ci. Alors, allez,
achetez-le tout de suite. Sur ce, voilà, c'est fini, fin de l'émission. J'espère que ce deuxième débat donc, vous aura plu. Donc, à savoir que du coup, comme on l'a dit dès le départ, en fait, toutes les critiques qu'on a eues sur le premier épisode, vu qu'on est déjà en train de tourner là, on ne peut pas encore les prendre en compte. Cela arrivera sans doute au troisième épisode. Et au troisième épisode, il y aura peut-être une extraordinaire amélioration. Qui sait, bon, on le saura qu'au mois de mars pour Voilà. vous et au mois de février pour nous. Voilà. Donc sur ce, vu que c'est fini, surtout n'hésitez pas donc à liker ou disliker la vidéo. Surtout si vous avez disliké, dites-nous ce qui ne va pas ou ce que vous voulez qu'on améliore. Si vous avez liké, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours sympathique. Oui. Après, n'hésitez pas donc à nous retrouver sur Twitter et sur Facebook parce qu'on balance quand même beaucoup de contenu. Jeff fait parfois donc des reviews sur ce qu'il a lu aussi. Oui, des reviews en direct ou pas en direct. Et à ce moment-là, la vidéo sera déjà sortie, mais je vais commencer une grande épopée où je vais vous parler de Star Wars Legends en comics. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et il y aura une autre chronologie qui sera très intéressante. D'ailleurs, je verrai peut-être pour piquer ton casque une ou deux fois. Pas de problème. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver notre ami Nico sur sa chaîne comics, Sweeping Comics, où il parle de Marvel Cosmic. Voilà, de tout l'univers cosmique. Je vais aussi, pour expliquer rapidement si vous voulez, actuellement je vais faire un run rapide pour expliquer beaucoup de choses pour arriver en fait sur l'univers MCU pour vous préparer à Infinity War. Et après, ça va être vraiment une étendue générale sur tout l'univers cosmique qu'on retrouve dans Marvel. J'ai beaucoup aimé ta vidéo sur Dieu. Ah, merci, c'est gentil. Et sur ce, c'est le moment de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde.